Giros, que je présente très rapidement. Donc, comme vous savez, Étienne Giros est président délégué du CIAN et il nous fait l'amitié d'intervenir sur le véritable enjeu du financement des opérateurs économiques. Étienne, c'est un sujet que vous connaissez bien puisque vous avez été dans votre parcours antérieur, vous avez occupé des directions financières, direction générale avec le sujet du financement comme enjeu majeur dans vos activités. Donc, c'est quelque chose que vous maîtrisez bien. Et aujourd'hui, justement, au sein du CIAN, vous agissez sur ce sujet-là. Vous allez nous expliquer et vous allez nous dire, nous partager les propositions que vous appelez de vos voeux sur ce sujet. Merci Jean-Pierre. Bonjour à tous. Oui, je représente ici le secteur privé, mais pas uniquement, en tout cas les entreprises, essentiellement françaises et européennes, puisque je suis aussi président de l'EPCAM, qui est l'équivalent du CIAN pour l'Union européenne. C'est-à-dire ce sont les secteurs privés, les entreprises de ces régions-là, Europe et France, qui sont investis en Afrique ou qui y commercent. Pour vous donner une idée, il y a plus de 5000 entreprises européennes de taille assez importante qui exercent en Afrique, sans parler des petites PME indépendantes. Alors, vous m'avez demandé de vous parler des conditions financières, des stratégies financières à mettre en place pour soutenir le développement économique en Afrique. Je voudrais d'abord commencer par dire que ça ne suffit pas, les stratégies financières. Il faut évidemment de l'argent, mais il faut un contexte aussi. Et avec votre permission, j'élargirai un peu le propos pour ne pas parler que des sujets techniques du financement, parce que s'il n'y a que ça, on ne répond pas à la problématique. Je voudrais aussi vous dire que nous sortons d'une séquence où ces sujets sont quand même totalement d'actualité, c'est-à-dire le financement et l'implantation des entreprises en Afrique pour créer de la valeur. Et c'est d'autant plus d'actualité que nous sommes en Afrique, nous tous, Africains, Européens et acteurs, nous sommes confrontés à une course contre la montre qui a été rappelée tout à l'heure par Louis Bachou, je crois me souvenir, ou Jean-Pierre Favnec, je ne sais plus, qui montrait la croissance démographique de l'Afrique. Donc, on sait qu'il va y avoir 1 milliard de plus d'Africains en une génération, à peu près. Donc, c'est une véritable course contre la montre pour nourrir, élever, loger et trouver des emplois à tous ces gens-là. Donc, il faut maintenant faire très, très vite. Et Jean-Pierre Favnec, en concluant, rappelait la difficulté de mettre en place des financements qui soient protecteurs de la planète et écologiques. Mais nous avons une difficulté, évidemment, qui est la vision que nous avons de protéger la planète et de ne plus financer des développements pétroliers, charbonniers ou autres. Et puis cette urgence de la démographie en Afrique. Il y a un tableau qui était présenté très intéressant tout à l'heure, qui était la consommation de l'énergie nécessaire en Afrique. Et on a vu que même si les énergies propres ou renouvelables représenteront à l'avenir, dans une génération, à peu près 20 à 25% de la consommation énergétique de l'Afrique, les énergies polluantes continueront à augmenter. Et donc, je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais une des manières de contrôler la lutte contre le réchauffement climatique en Afrique, c'est d'abord de traiter le problème de la démographie. Le jour où Lagos passera de 20 millions à 50 millions d'habitants, il ne faut pas raconter l'histoire, la pollution de Lagos, même si on fait tout en énergie propre, va augmenter. Donc, nous sommes là en face d'un sujet qui est l'urbanisation, les énergies propres, l'éducation des populations, la croissance, etc., etc. Donc, c'est pour ça, Jean-Pierre, que le sujet que nous évoquons, c'est comment faire pour que les investisseurs puissent se positionner correctement en Afrique et trouver les fonds nécessaires. Je disais qu'on sortait d'une séquence importante qui était cette prise de conscience que je viens d'expliquer, mais aussi il y a eu le sommet pour le financement de l'économie africaine à Paris au mois de mai dernier. Il y a eu le sommet Europe-Afrique de jeudi et vendredi de la semaine dernière, c'est-à-dire il y a 3 jours,
où moi-même j'ai participé à la session de clôture au nom de l'EPCAM, c'est-à-dire le patronat européen, les entreprises européennes, pour présenter les conclusions du secteur privé dans ce domaine-là. Et je voudrais profiter de cette occasion qui m'est donnée pour vous dire les 3 ou 4 conclusions essentielles que les entreprises jugent nécessaires dans la nouvelle relation européo-Afrique pour répondre à la problématique que je viens de poser. La première a trait au climat des affaires. Ça n'est pas trait au financement, c'est d'abord le climat des affaires. Si vous n'avez pas un climat des affaires positif pour les entreprises, elles n'investiront pas ou, d'abord, elles ne voudront pas ou elles auront peur ou elles n'y arriveront pas. Et donc, c'est un sujet assez rebattu et je vais évidemment vous faire grâce de vous expliquer tous les tenants et aboutissants du climat des affaires en faveur des entreprises. Si vous me permettez, gardons simplement tous ensemble une idée absolument clé, qui est la richesse, elle vient des entreprises. Et si on veut créer de la richesse en Afrique, si on veut lutter contre la pauvreté, si on veut créer des emplois, c'est les entreprises qui pourront le faire. Ce ne sont pas les États. Les États, c'est les arbitres, ils font la règle du jeu, mais ce n'est pas eux qui créent les emplois. Donc, tout ce qui n'aide pas les entreprises, là aussi, c'est peut-être un peu iconoclaste ce que je vais dire, mais tout ce qui n'aide pas les entreprises est un peu suicidaire pour le développement de l'Afrique. Donc, ça n'est pas de défendre les intérêts des grands capitalistes, des patrons, du grand patronat, tout ce que vous voulez. C'est simplement que si vous n'aidez pas à créer un contexte favorable aux entreprises, elles n'investiront pas et donc on ne résoudra pas le problème de l'Afrique. Alors, dans le climat des affaires, je voudrais juste mettre en avant 2 points, parmi d'autres, s'il vous plaît, ils ne sont pas limitatifs, mais qui me paraissent très importants. Le premier point, c'est la formation professionnelle. S'il y a un sujet qui est clé en Afrique, c'est celui de la formation professionnelle. Moi qui m'occupe des entreprises et qui connais les entreprises européennes en Afrique, mais je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs africains qui me disent la même chose, la première difficulté qu'a un entrepreneur en Afrique, c'est la difficulté de recruter des gens de qualité et des bons professionnels. L'enseignement, je ne parle pas de l'enseignement général, on va partir de l'hypothèse qu'il est, ce n'est pas du tout certain, mais qu'il est correctement mis en œuvre. C'est-à-dire que les gens savent lire, écrire et compter. On va partir de cette hypothèse-là. Mais l'enseignement professionnel, c'est-à-dire la formation à un métier. Les soudeurs, les cuisiniers, les informaticiens, les peintres, etc. Tous ces métiers-là, eh bien, l'enseignement qui est dispensé en Afrique ne correspond pas aux besoins de l'économie, pour la faire courte. Et deuxièmement, il n'est pas de très bonne qualité. Donc, c'est un sujet absolument clé pour le climat des affaires. La formation professionnelle. S'il n'y a qu'une chose à faire, il faut commencer par celle-là. Le reste suivra. Je rappellerai simplement à vos auditeurs que Singapour a choisi cette politique il y a maintenant 30-40 ans, sous l'égide de son président Lee Kuan Yew, qui a dit tout pour la formation. Tout pour la formation. S'il ne restait qu'une seule chose, c'est la formation. Et tout le monde connaît le résultat qui est obtenu à Singapour. Le deuxième exemple que je voulais donner dans le climat des affaires, c'est une chose qui m'est très chère, mais qui n'est peut-être pas très populaire, c'est la simplification des procédures. Je ne parle pas des procédures papier, je parle du contexte général du développement des affaires. Nous sommes, surtout dans les pays en voie de développement ou en croissance, comme sont ceux d'Afrique, qui interfèrent beaucoup d'acteurs étrangers, des banques, des bailleurs de fonds étrangers et surtout des bailleurs de fonds et qui font beaucoup appel au financement étranger, la lourdeur des procédures est un frein énorme. Je voudrais, au fond, vous dire une chose, c'est que le rythme du secteur public, le rythme des bailleurs de fonds n'est pas celui de l'entreprise. Jean-Pierre, je suis en train d'expliquer le climat des affaires. Eh bien, je dis que si on veut améliorer le climat, il faut que tout le monde avance au même rythme. Le secteur public, il a un rythme différent. Le politique a un rythme différent, qui est semestriel, annuel. On verra, on perd 6 mois, on réfléchit, on fait des études, on fait de la politique, ce n'est pas le moment, etc. L'entreprise, elle est là, elle piaffe. Elle a des idées dans ses tiroirs et elle veut investir. Et la population attend. Et donc, la différence, ce sont les procédures et c'est un état d'esprit. Savez-vous qu'un projet d'investissement, notamment dans les infrastructures, en Afrique, et c'est la BAD qui le dit, ce n'est pas moi, c'est la BAD, la Banque africaine de développement, eh bien, il s'écoule 7 ans entre le moment où le projet est posé sur la table pour la première fois et le moment où le premier coup de pioche est donné.
en moyenne, 7 ans. Comment voulez-vous, avec la croissance démographique dont j'ai parlé tout à l'heure et la course contre la montre à laquelle nous sommes confrontés, qu'on résolve notre problème si on ne va pas plus vite? Donc, je veux bien qu'on fasse des études d'impact. Je veux bien qu'on mette des procédures dans tous les sens pour lutter contre la corruption. Je veux bien qu'on mette la RSE en tête, qu'on s'assure que le sous-traitant à N moins au plus 10 n'emploie pas d'enfants et développe une belle politique du genre. Je veux bien tout ça. Je suis même très en faveur de tout ça. Mais tout ceci se traduit en général par une bureaucratie qui est quelquefois mortifère. Les Chinois se sont évacués de tout ça puisqu'ils n'utilisent pas le système des bailleurs de fonds et le financement international, puisqu'ils se financent eux-mêmes. Donc eux, ils vont beaucoup plus vite. Et on me dit que quand il nous faut 3 ou 4 ou 5 ans à lancer un projet avec les bailleurs de fonds, à le lancer, les Chinois, eux, peuvent commencer lundi. Donc il y va aussi de notre intérêt. Ça, c'était la deuxième illustration que je vais donner du climat des affaires. Deuxième grand axe que nous avons proposé aux chefs d'État et à l'Union européenne pour rénover la relation franco-africaine, c'est de mettre en place des nouveaux mécanismes de financement. Ça répond un petit peu plus à votre question, Jean-Pierre. De mettre en place des nouveaux mécanismes. Le premier point était majeur, était très important. Il était majeur, mais j'ai bien conscience qu'il n'était pas exactement dans le thème que vous m'avez assigné, mais je pense qu'il était absolument essentiel. Donc, les nouveaux mécanismes de financement en faveur des entreprises, là aussi, je ne vais pas commencer, je pourrais vous faire une grande explication là-dessus. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique, j'aime bien dire cette phrase, bien qu'elle soit aussi un petit peu dérangeante, l'Afrique ne manque pas d'argent. L'argent ne manque pas, il y en a de l'argent. Il y a de l'argent des bailleurs de fonds, il y a de l'argent des fonds d'investissement, il y a de l'argent de trésorerie. L'Afrique est cash riche, assez curieusement. Ce qu'il manque, c'est la mobilisation de cet argent. On a beaucoup de mal à le mobiliser pour les entreprises qui vont faire des investissements et créer des emplois. Alors, je voudrais donner à ce titre-là, je ne vais pas commencer à vous parler des questions de garantie, de la perception du risque, de ces choses-là. Je pourrais vous en parler longtemps. Je vais vous donner 2 illustrations pour lesquelles nous avons beaucoup plaidé à Bruxelles. La première, c'est qu'il faut mettre en modalité de financement, choisir l'option des partenariats publics-privés, les PPP, en numéro 1. Alors, pour ceux qui ne sont pas très familiers de cette chose-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États, les puissances publiques africaines, travaillent la main dans la main avec les entreprises privées pour développer un produit, un marché, une infrastructure. C'est surtout valable pour les infrastructures. Donc, on va construire une prison. Je donne volontairement cet exemple parce qu'il est assez dérangeant aussi, mais on va construire une prison PPP, mais on va construire aussi des hôpitaux, un pont, une route, une école, un port, une électrification d'une région agricole, par exemple. On va les faire en PPP. L'inverse du PPP, c'est le marché public. C'est-à-dire, l'État dit, je vais électrifier tel département. Donc, je vais m'en occuper. Donc, il va commencer par faire un appel d'offres. Et celui qui répond le mieux, qui est sélectionné, va faire les travaux et va être payé par les bailleurs de fonds. Le PPP, c'est différent. On le fait ensemble. Ça peut être soit une mise en concession, soit un partage, soit on fabrique le bien financé par le secteur privé, qui ensuite le loue pas par des loyers à la puissance publique pour 20 ou 30 ou 40 ans. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup de modalités. Le PPP a différentes modalités. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un partenariat public-privé. Et c'est là où on met en avant l'entreprise et donc la rapidité et l'efficacité et la qualité. Donc, promouvoir les PPP. Je vous signale que la Banque africaine de développement, la BAD, a pris en son conseil d'administration il y a à peu près un mois une décision absolument capitale qui est totalement passée sous les radars, qui est la suivante. Elle a dit que dorénavant, notamment dans les infrastructures en Afrique, la loi, la règle devait être le PPP. Et si, et seulement si le PPP n'était pas possible, on pouvait revenir à une formule classique de financement par appel d'offres public. Voilà. Donc ça, c'est un élément très nouveau pour lequel nous plaidons énormément et beaucoup auprès. Donc il y a pas mal de révolutions psychologiques à surmonter. Et le deuxième exemple, illustration que je vais donner sur le financement, là aussi qui est assez dérangeant, parce que ce n'est pas dans l'habitude encore, c'est de dire que les entreprises qui ont dans leur tiroir beaucoup d'idées innovantes, et c'est
j'enrage de voir que nous n'allons pas suffisamment chercher au sein des entreprises les idées qu'elles ont pour développer les nouveaux produits, parce que ça n'est pas encore le mode de réflexion des financements internationaux. Eh bien, beaucoup d'entreprises ne mettent pas en œuvre leurs projets parce qu'elles ont besoin de fonds d'amorçage. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds d'amorçage? C'est une partie du financement initial nécessaire qui ne peut pas être amorti par le projet, par la vie du projet dans l'avenir, parce que le pouvoir d'achat est insuffisant, parce qu'on ne pourra pas vendre la prestation ou le service suffisamment cher. Et donc, il faut un fonds d'amorçage qui va être une aide à démarrer le projet. Tout le monde comprend bien qu'on ne peut pas, par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure, développer l'électrification d'une région agricole ou rurale uniquement en disant après, on va faire payer l'électricité par les paysans. S'il n'y a pas une part de subvention pour financer les travaux initiaux, ça ne marchera pas. Dans l'électricité, on sait qu'il faut à peu près 40 à 50% de subvention pour lancer une électrification d'une zone. Il y a d'autres métiers où il faut moins, il faut 20 ou 30% quelquefois. Et tous ne sont pas logés à la même enseigne. Mais donc, il faut admettre que les fonds d'amorçage sont une nécessité pour que les entreprises puissent sortir leurs projets et les mettre en œuvre. Ça veut donc dire, cette phrase-là, ce principe que je viens d'expliquer, veut dire, en termes pratiques, qu'il faut admettre que l'argent public peut aller en subvention au secteur privé. Ça, c'est une grande révolution intellectuelle. Parce qu'on va vous dire, mais non, l'argent public qui vient des impôts et de la population n'a pas à financer le secteur privé. Et je réponds, il ne finance pas le secteur privé, il finance des projets, pas pareil. Deuxièmement, il y a la question du gré à gré, qui est plus ou moins interdite, et quelquefois, on pourrait gagner du temps en gré à gré. Et puis, troisièmement, il y a la fameuse question de l'OCDE, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle l'aide liée et l'aide déliée. L'aide liée, ça veut dire que quelqu'un accorde une subvention à un pays africain, par exemple, et n'a pas le droit, ou a le droit, selon les cas, de lier cette subvention au marché donné à une entreprise de son pays. Donc, par exemple, je suis chinois, je donne une subvention dans un pays africain, et je dis d'accord, vous avez la subvention, mais vous êtes obligé d'acheter le matériel ou le service à une boîte africaine, à une boîte chinoise. Bien, ça, en Europe, c'est interdit. Et donc, il faut surmonter ces interdictions. Voilà, ça, c'est un exemple. Alors, ensuite, le troisième et dernier point, ce sera le dernier, Jean-Pierre, que nous avons suggéré à l'Union européenne, c'est le sujet des chaînes de valeur. Ça, le sujet des chaînes de valeur provient de l'idée suivante que tout le monde connaît, qui est assez courue et connue, qui est que les économies africaines sont malheureusement encore, pour certaines, en tout cas, trop marquées par un effet de rente, situation de rente. C'est-à-dire que les économies africaines exploitent et exportent leurs matières premières, qu'elles soient agricoles ou minérales, et ne les transforment pas sur place. L'exemple le plus connu, c'est le coton. L'Afrique est un grand continent producteur de coton, mais tout le monde sait qu'il n'y a pas ou très peu d'industries textiles qui viennent du coton en Afrique, et que toutes les chemises, les vêtements, etc. en coton sont réimportés d'Inde ou de Chine avec du coton qui a été cultivé en Afrique. On voit donc bien qu'il y a la perte de création de valeur là. Il y a la création de valeur qui est faite ailleurs qu'en Afrique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet pour améliorer les chaînes de valeur, c'est le sujet récent à la suite de la Covid. Le virus a démontré, notamment aux pays d'Europe, qu'ils étaient dépendants pour un certain nombre de fabrications, totales ou partielles, d'un certain nombre de matériel. On le voit aujourd'hui dans le secteur automobile, on l'a vu dans les médicaments, etc. Et donc, l'idée serait de dire, mais délocalisons une partie, ou relocalisons plutôt, une partie des fabrications de ces intrants, notamment en Afrique, qui est un continent ami, qui est sur le même méridien, et qui a des qualités de jeunesse et de fabrication industrielle tout à fait positives, et pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, notamment en Chine et en Inde, par exemple. Et pourquoi est-ce que le Maroc, qui a su faire, par exemple, une usine automobile pour Renault de 5000 personnes, de 5000 ouvriers à Tanger, qui marche très bien, et qui a développé une industrie aéronautique, d'avionique, pourquoi ces exemples-là ne pourraient pas être développés sur le reste du continent? Donc ça, c'est les chaînes de valeur.
Alors, pour les chaînes de valeur, je voudrais simplement dire qu'il y a deux conditions pour y arriver. La première, c'est qu'il faut agrandir la taille des marchés, parce que si vous croyez que vous allez créer une chaîne de valeur dans un pays où il n'y a pas beaucoup de consommateurs et donc des débouchés faibles pour la production, vous n'allez jamais créer la chaîne de valeur. Il faut donc agrandir la taille des marchés. Et là, quelle est la seule solution? C'est de créer des zones de libre-échange. C'est pourquoi nous plaidons beaucoup pour l'accélération de la mise en œuvre de ce qu'on appelle d'un mot assez laid, la ZLECA, qui veut dire la zone de libre-échange économique du continent africain, qui a été votée, comme vous le savez, il y a 2 ans et qui est en train de se mettre en place, qui consiste donc à effacer les barrières douanières entre les pays membres de la ZLECA en Afrique, pour faire un marché commun africain. Et là, on voit très bien qu'à ce moment-là, on peut construire une usine qui va créer de la valeur dans un pays africain, qui va ensuite essaimer sa production sur les autres pays d'à côté, et donc il pourra justifier des investissements importants. Ça, c'est la première ligne. Et puis la deuxième et dernière ligne, importante dans ce domaine des chaînes de valeur, c'est qu'il faut dérisquer l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire que ce mot dérisquer l'Afrique? Ça veut dire que le ressenti du risque en Afrique est élevé. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Les industriels, les entreprises capables d'investir en Afrique ont une vision du risque en Afrique surévaluée par rapport à la réalité. Je passe mon temps à leur expliquer que l'Afrique ne représente pas une zone géographique plus risquée qu'ailleurs pour investir. Ce n'est pas plus risqué d'investir en Afrique qu'en Amérique latine ou qu'en Asie. Donc, ce ressenti du risque doit être diminué. Il faut expliquer qu'il y a des problèmes, évidemment, il faut les nommer, mais qu'à chaque problème, il existe une solution. Donc, nous devons tous travailler à dérisquer l'Afrique sur les impayés, sur la corruption, sur la RSE, etc., etc. Et ça, c'est très important parce que si on veut constituer des chaînes de valeur et donc inciter les industriels à investir là-bas, eh bien, il faut qu'ils surmontent le risque qu'ils ressentent. Car au moment où un investissement est décidé, ça se passe dans un comité d'investissement, dans un conseil d'administration, vous avez toujours 2 choses qui sont regardées. Le comité va se dire quelle est la taille de l'investissement qu'on me demande, quelle est la taille du chiffre d'affaires que je pourrais faire et quelle est la taille du bénéfice que je pourrais en tirer. Ça me ramène au premier point, agrandir les marchés. Bon, très bien. Très bien. Et en face de ça, quelle est la taille du risque que j'encours? Parce qu'un investissement, c'est toujours un risque, c'est un pari pour l'avenir. Donc, si le risque ressenti est plus élevé que la taille du bénéfice espéré ou du chiffre d'affaires espéré, l'investissement ne se fait pas. C'est tout aussi simple que cela. Donc, si vous ne travaillez pas à la fois sur la taille du marché et sur la baisse du ressenti du risque, vous n'aurez pas ces investissements-là. Voilà pourquoi la question des chaînes de valeur doit être travaillée, à mon sens, avec cette vision-là et tout ce qui sera mis en place pour le développement de la ZECA, pour expliquer et marteler que oui, l'Afrique est un continent d'avenir absolument formidable et que c'est là où il faut aller. Eh bien, on aura du mal à mettre en place les chaînes de valeur. Mon cher Jean-Pierre, j'ai peut-être un tout petit peu dépassé mon temps, mais guère, je crois. Donc, je vais m'arrêter là. Parfait. Merci beaucoup, Étienne, pour ça. Et d'ailleurs, pour dérisquer justement l'Afrique, il faut changer la perception. C'est pour ça qu'on fait aussi ce genre de webinaire. Donc, on prend le temps de traiter les sujets. C'est très bien. J'avais peut-être une question en fait, sur l'aspect finance et financement dont on parlait tout à l'heure, les fameux dispositifs qui permettent donc à une entreprise ou à un pays de financer un investissement si derrière la dépense du client africain revient de l'autre côté au sein d'une entreprise du pays. On a ça en France avec le FASEP, non? Oui, mais le FASEP, ça consiste essentiellement à aider par subvention, sur le budget français, une entreprise à faire ses études de marché et à mesurer le contexte général de son investissement. Et donc, il regarde, il essaye, il fait un petit peu de tests, en gros, hein, c'est ça. Et ouais. Si ça marche, éventuellement, il peut y avoir un retour à meilleure fortune, mais en tout cas, il peut se développer. Et si ça ne marche pas, on ne lui demande pas de rembourser ce financement. Donc, c'est une aide formidable pour aller voir. Et il faut toujours passer par cette phase-là. Et beaucoup d'entrepreneurs pourraient se dire, moi, je n'ai pas les reins assez solides pour aller faire ces études de marché, prendre le contexte, etc., etc. Et donc, je n'y vais pas.
Voilà. Donc ça, c'est tout à fait à promouvoir, ce genre de choses, oui. Est-ce qu'il ne faut pas améliorer le processus? Rien. Pardon? Est-ce qu'il faut pas améliorer cet accès au FASEB, voire le simplifier? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, et j'en connais un en particulier là, qui est avec nous, qui critiquent très fortement ce système parce que c'est bureaucratique, c'est long. Jean-Pierre, ça rejoint le point que j'ai tout à l'heure, simplifier les procédures. Ça rentre là-dedans. Et bien sûr qu'il le faut. Alors après, il faut savoir quand même que sur la question générale du financement des projets des entreprises, nous avons un autre problème que je n'ai pas évoqué parce que je ne pouvais pas parler de tout, mais j'en profite là pour dire que, pour parler familièrement, il y a un trou dans la raquette dans nos dispositifs, qu'ils soient mondiaux, européens ou français, qui est le suivant. Vous pouvez trouver des financements de 50 000, 100 000, 200 000 euros. C'est compliqué, mais vous pouvez les trouver. Vous pouvez financer des projets à 20, 25, 30 millions d'euros. Ça, ce n'est pas très difficile. Il y a pas mal d'outils pour ça. Là où c'est difficile, c'est dans la tranche entre 1 million d'euros et 20 millions d'euros. Il y a un trou dans la raquette parce que les financeurs publics disent c'est trop petit pour mes budgets. Moi, je préfère parler de budget de 50, 60, 100 millions d'euros à chaque fois pour des projets importants parce que le temps d'étude que ça va me demander est le même pour un budget de 5 millions d'euros que pour 100 millions d'euros. Donc, moi, je privilégie le 100 millions d'euros. Voilà. Et pour les plus petits acteurs financiers, 15-20 millions d'euros, c'est un peu trop pour leur risque aussi. Et donc, il se trouve, ça c'est le résultat des courses, que moi je vois beaucoup d'entrepreneurs ou d'investisseurs qui ont beaucoup de mal à se financer cette tranche-là. Donc, il faut travailler. Quand je disais trouver des nouveaux mécanismes financiers, ça c'en était un aussi. Je n'ai pas voulu tout citer, mais c'en est un. Boucher le trou dans la raquette. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Étienne avant qu'on aborde la dernière partie très importante aussi, puisque c'est la concrétisation, je dirais, des propositions que l'on a fait précédemment. Est-ce que quelqu'un a une question pour Étienne maintenant? Bon, on aura l'occasion de revenir.